états généraux de l'alimentation répondent-ils aux attentes sociétales? On va commencer tout de suite avec vous, Guillaume Garot. Je rappelle que vous êtes président actuellement du Conseil national de l'alimentation et vous avez présidé un atelier pendant ces états généraux de l'alimentation. Du coup, on voudrait vraiment votre vision des choses. Quel bilan est-ce que vous tirez de tous ces jours de travail? Est-ce que pour vous, on consommera, on produira demain mieux qu'hier? Je le souhaite autant que vous. Le bilan, il est un peu difficile à tirer aujourd'hui, puisque les conclusions sont rendues demain et tirées par le ministre de l'Agriculture en particulier. Donc on verra demain le résultat de ces semaines et ces semaines de débat, toujours intenses, et pour ce que je peux en juger dans l'atelier que j'ai présidé contre le gaspillage alimentaire, extrêmement constructif. Moi, j'ai quelques regrets que je vais évoquer rapidement sur la méthode, parce que c'était un temps très court finalement. On a commencé vraiment à travailler au mois de septembre. On est 3 mois après à peine, donc c'est une durée finalement assez limitée. On ébauche certains sujets, on va au fond plus pour d'autres, mais on sait très bien qu'il faudra continuer ces débats et qu'il faudra, après les jalons que nous avons posés, approfondir certains sujets pour qu'on emmène tout le monde et que personne... C'était trop parisien aussi. Et il y avait aussi une deuxième limite, à mon avis, c'est que on était parfois un peu trop dans l'entre-soi, parce qu'on se connaît bien les uns les autres, on a l'habitude de se retrouver dans des réunions, dans des cercles, dans différentes instances. Parfait, très bien. Mais si on veut vraiment réussir à mobiliser la société française, et en particulier au premier plan nos producteurs, nos agriculteurs, il faut aussi qu'on puisse se déployer sur le terrain. Et donc que les états généraux puissent aussi, d'une façon ou d'une autre, se poursuivre, en tout cas je l'espère, dans nos départements et dans nos territoires. C'est aussi comme ça qu'on emmènera tout le monde. Alors, emmener tout le monde, c'est aussi essayer de faire un focus sur ce qu'est l'alimentation de qualité pour tous. C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Alors justement, comment on y parvient? Est-ce que c'est en emmenant le consommateur avec soi sur cette question, en essayant justement, comme le signalait Gérald Bronner, lui expliquer que non, tout n'est pas sur Google et qu'il ne faut pas dire bonne chance, bon appétit quand on passe à table? Ce qu'a dit notre ami sociologue, c'est quelque chose qu'on prend en pleine figure. C'est la défiance vis-à-vis de notre alimentation. Et ça, c'est une réalité sociologique, vous l'a dit, mais on le vit, nous, tous les jours, et les producteurs le prennent de front plus encore. Comment on réagit à ça? Comment on fait face? Comment on retisse le lien de confiance entre les Français et leur alimentation? Et je dis bien les Français, parce que, paradoxalement, nous sommes peut-être le peuple le plus en doute vis-à-vis de son assiette, alors que dans d'autres pays, y compris en Europe, on n'a pas ce rapport-là. Donc, nous, on a quelques questions à se poser et évidemment des réponses à apporter. Et moi, je souhaite que demain, on ait le début de ces réponses et qu'on débouche sur des résultats très, très concrets. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse bâtir en France ce que j'ai appelé, moi, un pacte confiance-alimentation. Et qu'on se dise, à horizon de 5 ans, qu'est-ce qu'on est capable, les uns les autres, de faire ensemble pour retrouver cette confiance, pour redonner aux consommateurs et aux citoyens ce lien plus simple avec son alimentation. Alors, très rapidement, sans entrer dans les détails. D'abord, il faut qu'on pose des actes clairs sur la façon dont on fabrique notre alimentation. Alors bien sûr, ça concerne toute l'industrie, toutes les entreprises de l'alimentation, mais aussi les producteurs. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? C'est un sujet qui revient extrêmement souvent. Par exemple, vis-à-vis des perturbateurs endocriniens. Là-dessus, il faudra sans doute qu'on bouge. Qu'est-ce qu'on met ensuite dans l'alimentation? Les composants les plus contestables, qu'est-ce qu'on en fait? Donc ça, c'est le premier point. Il faut qu'on ait des engagements réciproques, et c'est sans doute l'utilité aussi des plans de filière qui seront présentés demain. Deuxième sujet très important pour retrouver cette confiance, et dans le cadre du pacte que moi je propose, c'est la réponse à ce que vous dites sur l'information. Parce qu'il faut, à un moment donné, qu'on arrête les approximations et qu'on réponde à ces messages qui sont parfois tout à fait contradictoires. Donc d'abord, il faut objectiver les choses. Ça, c'est très important, qu'on objective de façon aussi scientifique, donc rigoureuse que possible, la réalité des difficultés ou des problèmes qui sont posés. Ce qui veut dire aussi qu'on doit, demain,
engager une vraie éducation à l'alimentation. Mais pas simplement de nous, oui, ça veut dire des quoi? adultes, Ça veut dire les quoi, enfants, à l'école. Dès l'école. Dès l'école, moi j'en suis convaincu dans l'atelier que j'ai conduit contre le gaspillage alimentaire, nous nous sommes dit, il n'y aura pas de progrès durable s'il n'y a pas d'abord une éducation à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et pas en dehors de l'école, dans l'école, durant les programmes scolaires. Donc on fait des propositions que je présenterai de façon plus détaillée demain. Troisième point, pour retrouver la confiance. On est ici, on parle de transition écologique, selon Jean Jouzel. Agricole, ce sont aussi les mots du président de la République. Comment on réussit cette transition agricole? Comment on est capable de changer, de modifier, de transformer nos pratiques? Moi, je crois aujourd'hui que les agriculteurs de France, ils sont prêts à ça. Simplement, moi, ils me disent dans mon département, je suis de la Mayenne, il y a des Mayennais dans la salle, ils me disent, mais comment on y va? Aidez-nous. Dites-nous comment faire, mais accompagnez-nous. Ça veut dire quoi? Alors, c'est quoi l'accompagnement? Il y a de la bonne volonté. Mais bien sûr, moi, franchement, il y a des efforts déjà incontestables qui ont été faits depuis des années. Il faut bien sûr poursuivre. Mais d'abord, il faut valoriser ce qui a été fait pour pouvoir mieux encore faire ce qui reste à faire. Alors, ça veut dire quoi? Accompagner voilà, ils ont les besoin d'être producteurs. aidés. Comment? Qu'est-ce qu'ils demandent? C'est une question de formation. C'est la formation évidemment initiale, mais c'est aussi la formation continue. Et puis ce sont des questions extrêmement simples qu'il va bien falloir résoudre. Parce que moi je veux bien qu'on fasse de la formation. Un éleveur laitier me disait ça. Mais qui est-ce qui me remplace sur l'exploitation? C'est pas vous qui allez venir tirer les vaches. Donc il faut à un moment donné qu'on ait des crédits pour permettre le remplacement sur les exploitations le temps où nos agriculteurs ont besoin et de façon continue, comme l'ensemble de la société française, ont besoin de se former. Quatrième point que je veux mettre dans ce pacte pour la confiance en l'alimentation, c'est la recherche publique. La recherche publique sur l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, on est hyper fort sur la recherche agronomique. L'INRA, c'est vraiment un modèle dans le monde entier. On est sur la recherche agronomique, on est sur la recherche agricole, on est aussi, dans le cadre des compétences de l'INRA, sur la recherche sur l'alimentation, mais c'est moins visible. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette l'alimentation et l'agriculture au même plan dans les crédits qu'on affecte pour la recherche publique, parce qu'il y a des questions qui sont posées, il y a des réponses qui doivent être apportées pour aider l'ensemble de cette transition dont il était question. Et puis, dernier point, il y a 5 points. Oui, c'est le dernier. Je vais être rapide, mais ça me tient à cœur. C'est, s'agissant de ce pacte de confiance, il n'y a pas de confiance sans contrôle. Or, aujourd'hui, vous avez vu que toutes les crises qui ont affecté récemment l'alimentation, c'était finalement des fraudes. Hein? Le fipronil cet été, c'est des producteurs qui ont été trompés. Ils pensaient utiliser un insecticide sans fipronil. Et en fait, il y avait du fipronil dedans. Moi, j'ai été ministre au moment des lasagnes à la viande de cheval. On pensait acheter du bœuf. Bon, donc ça signifie que si on veut retrouver de la confiance, il faut aussi que la puissance publique, la puissance régalienne, donc l'État, ait les moyens, sans doute plus fermes encore, de faire les contrôles nécessaires. C'est une question française, bien sûr. C'est aussi une question européenne, parce que les trafics, ils n'ont pas simplement à l'échelle nationale. J'ai été trop long, je le sais. Non, non, vous avez été parfait. Merci Guillaume Garot, merci beaucoup. Pascal Canfin, je rappelle que vous êtes directeur général de WWF, vous êtes aussi ex-ministre du Développement. On a entendu donc nos deux témoins, M. Bronner et M. Jouzel. Pour vous, il y a une vraie transition agricole large à mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par là? Je sais notamment que vous estimez qu'il faut mettre l'accent notamment sur la tenabilité sur le plan économique et environnemental et qu'il faut s'organiser de manière durable pour que justement les choses puissent changer en bien et pour longtemps. Merci beaucoup. Pardon. C'est bon, ça marche. Oui. Merci beaucoup pour votre invitation. Moi, je voudrais commencer peut-être par rebondir sur ce qui a été dit auparavant sur les questions scientifiques. Ça m'amène à 2 commentaires. Le premier élément, c'est que une société, ça fonctionne aussi avec des représentations. Et que ce qu'on est en train de voir, et vous le voyez tous les jours, c'est que les représentations de ce qui est moderne, de ce qui est dangereux, de ce qui est souhaitable, etc., sont en train d'évoluer à vitesse grand V dans les sociétés européennes, dans d'autres pays aussi,
En Chine, par exemple, les représentations changent profondément sur les attentes et nécessairement, dans une économie de marché, les représentations se traduisent par des comportements des consommateurs, donc par une évolution de la demande. Et quand on regarde les chiffres de cette évolution, c'est assez sidérant, puisque ça va même plus vite que ce qu'on imaginait et ce que nous, au WWF, on souhaitait, on anticipait dans, par exemple, l'augmentation des parts de marché des produits bio ou des produits de qualité avec un certain nombre de labels ou des circuits courts, etc., etc. Donc on a une évolution qui passe par les représentations et qui se traduit par une évolution économique de la demande. Deuxième commentaire, la science ne sort pas de nulle part. Et si on veut reconstruire la confiance et donc la crédibilité de l'information et enlever les peurs lorsqu'elles sont irrationnelles et non fondées, il faut que ce qui permette de fonder la rationalité soit crédible et soit transparent. Et là, très sincèrement, je pense qu'on a un vrai chantier devant nous, qui est celui de l'indépendance de la recherche vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs économiques. On ne peut plus accepter que des agences, que des chercheurs, que des études soient absolument opaques sur les modèles de financement, sur les influences, sur les conflits d'intérêts. Et si Jean Jouzel est crédible, si le GIEC est une autorité mondiale qui a eu le prix Nobel de la paix, c'est précisément parce que son modèle de fonctionnement, son modèle de financement, son modèle de peer review, etc., est absolument inattaquable. Et quand il est attaqué et qu'il n'est pas parfait, il doit progresser. Et la perfection n'est pas de ce monde, mais il a suffisamment de crédibilité et d'indépendance pour que lorsque le GIEC sort un rapport, personne ne dise non, non, ça c'est financé par un tel. Imaginez que Total, EDF, Exxon, ou au contraire, des grands producteurs de renouvelables soient financeurs du GIEC, ou que Jean soit conseiller de telle société, etc. Bon, on voit bien que ton discours n'aurait aucune crédibilité. On est aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, dans cet état de fait sur la science agro-environnementale. Donc on a besoin de changer les règles du jeu et je pense que c'est vraiment l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas le combat des uns contre les autres, c'est vraiment l'intérêt de tout le monde si on veut restaurer cette confiance, sortir de l'irrationalité et faire bouger les choses de manière positive dans une société démocratique qui a besoin impérativement de cette indépendance de la connaissance. Ça, je pense que c'est vraiment fondamental parce que c'est ce qui nourrit très largement la perte de confiance et la défiance que l'on voit dans toutes les enquêtes. Vous en avez cité certaines. Vous savez que vous risquez de ne pas vous faire que des amis en disant cela. Je ne suis pas venu ni pour me faire des ennemis, ni pour me faire des amis. Je suis venu pour dialoguer. Si vous m'avez invité, c'est pour que je vous dise ce que je pense. Sinon, ça ne sert à rien. Le deuxième élément, c'est effectivement la question du revenu et de la valeur ajoutée. Moi, je suis de formation économiste, et donc je suis très, très, très attentif à la question de la valeur ajoutée. Et au fond, ce qui fait qu'une filière peut dégager des revenus, qu'une activité économique à toutes les échelles de la filière peut dégager des revenus de la production, l'intermédiation, la transformation, la distribution, c'est parce que quelque part, il y a de la valeur ajoutée. Et donc, je vous invite en permanence, vous posez la question finalement de qu'est-ce qui demain, dans un marché en transformation, en lien avec la mondialisation, en lien avec la transformation des représentations dont je viens de parler à l'instant, des attentes des consommateurs, des réglementations, etc., où est la valeur ajoutée économique? Moi, j'ai le sentiment qu'une grande partie de ce qu'il faut faire pour retrouver la valeur ajoutée économique, c'est exactement la même chose que ce qu'il faut faire pour retrouver la valeur ajoutée environnementale. Et que, certes, il peut y avoir des points de friction, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, mais il y a beaucoup de choses qui sont parfaitement communes. J'en cite quelques-unes. Premier, l'énergie. Vous savez que vous avez un potentiel de création d'énergie sur les exploitations, sur l'ensemble de la chaîne de production. Il y a un potentiel sur l'économie circulaire, un potentiel sur la production, sur la méthanisation, etc. etc. Aujourd'hui, on le sait, ce potentiel en France, il est sous-exploité. Et je pense qu'il y a là un chemin à faire ensemble, il y a un chemin à écrire qui permettrait à la fois, en gros, de passer du gaz bleu au gaz vert,
donc du gaz importé de Russie et d'Algérie pour l'essentiel en Europe et en France, et donc avec des tas de sujets géopolitiques sur lesquels on pourra revenir, à du gaz vert, produit localement avec des circuits, soit déchets agricoles, soit déchets ménagers, etc. Là, on a un problème de finance. On n'a pas un problème de modèle économique, on a un problème d'acceptabilité sociale et on a un problème d'outils financiers pour faire ça. Mais voilà très concrètement comment on peut travailler ensemble pour lever les freins à l'acceptabilité sociale, parce que les gens, de manière parfois irrationnelle, disent « mais qu'est-ce que c'est que cette unité de méthanisation à côté de chez moi, j'en veux pas ». Et là, nous, on peut agir avec vous. Et deuxièmement, créer les outils financiers, les garanties publiques, les outils avec le crédit agricole, avec l'ensemble des acteurs financiers, pour dépasser les obstacles que l'on connaît. Juste les obstacles, en 2 mots, quels sont aujourd'hui vraiment les grands obstacles qui font que c'est quand même compliqué à mettre en place, pour pas que ça reste un vœu pieux? Il y en a plus. J'en ai déjà cité 2. Aujourd'hui, on n'a pas d'obstacles technologiques. On est en train de les dépasser largement. Nous, on travaille au WWF, on échange beaucoup avec GRDF, par exemple, qui a comme stratégie de passer du gaz bleu au gaz vert. Le gaz vert, vous en êtes un des producteurs, par construction. Et donc, c'est une part de marché, c'est une source de valeur ajoutée colossale, c'est un marché aujourd'hui sur lequel vous touchez quasiment zéro. Si demain, on opère ce changement progressif, évidemment, ça ne va pas passer du jour au lendemain de rien à 100, mais on opère ce changement progressif, la valeur ajoutée qui aujourd'hui est en Russie et en Algérie, demain, elle est chez vous. C'est ça la réalité économique et financière de cette transformation. Banco, allons-y. Bon. Deuxième élément, la valeur ajoutée, elle passe par le prix. Bon. Aujourd'hui, le prix, c'est aussi une question de rapport de force. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Donc c'est de négociation et de rapport de force. Aujourd'hui, si on veut remettre un premium sur le prix, retrouver de l'oxygène dans certaines filières, ça passe par le fait de dire, OK, le consommateur est capable, et voire même souhaite, mais au minimum est capable d'accepter une survaleur et de dire, je paye un premium. Donc quand même, le consommateur a aussi son rôle à jouer. Bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le consommateur est prêt à payer un premium et donc un bonus et donc générer davantage de revenus pour vous? Dans 90% des cas, c'est lié à des sujets environnementaux, santé environnementale, qualité, circuit court, territoire, emploi, etc. Je n'ai aucun autre exemple où le consommateur est prêt à dire « je suis prêt à payer plus cher, mais si ça vient de plus loin ». Je suis prêt à payer plus cher, mais s'il y a plus de phyto. Je suis prêt à payer plus cher. Non, ça n'existe pas. J'ai aucun exemple en tête. La réalité, c'est que le consommateur est éventuellement prêt à payer plus cher parce qu'il y a un bonus lié à l'environnement, à la qualité, au circuit court, à tout ça. Résultat, là aussi, une façon de recapter de la valeur ajoutée économique, c'est d'aller dans cette direction. Il y a plein de façons de faire. Il n'y a pas une seule manière, il n'y a pas un seul label, il n'y a pas, etc. Bien évidemment, ça aussi, c'est de la biodiversité, de cette transition et de la diversité. Il n'y a pas d'idéologie d'un mode agricole versus un autre, mais il y a cette transition progressive et diverse qui permet de remettre de la valeur ajoutée financière et économique dans le système. Voilà 2. Il y en a d'autres, je n'ai pas le temps, mais ne serait-ce que ces 2-là, oui. Et si on le fait vraiment, on remet la machine à tourner et à générer de la valeur économique et financière, et bien évidemment aussi, ça c'est notre regard d'ONG environnementale, en faveur de cette transition favorable à la fois au climat, à la biodiversité, à la nature, au capital. Et en rassurant le consommateur. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Et je regrette, je suis le premier à regretter, que trop souvent, ça soit encore perçu comme une opposition. Merci beaucoup, Pascal Canfin. Gérald Bronner. Un mot de réaction, justement, par rapport à ce qui s'est dit. Vous étiez sur l'idéologie de la peur. Je trouve que par rapport à ce qu'ont dit messieurs Garot et Canfin, on est vraiment aussi dans la réponse à cela, justement. Moins de peur, avec plus d'informations, plus d'explications. Le consommateur qui comprend mieux pourquoi il paye plus, pourquoi il s'investit davantage. Et donc, du coup, il est davantage au cœur aussi du projet. Oui, alors ce qui est certain, c'est que, comme il a bien été dit là par l'un et l'autre des intervenants, la réponse elle est multifactorielle. Il ne faut pas croire qu'il y aura une solution, il y a probablement plein de petites solutions qui relèvent de l'astuce, mais pas seulement, et qui relèvent aussi d'une planification dans certains cas. Par contre, évidemment, comme je fais un peu l'avocat du diable, j'espère que vous voudrez m'en excuser, je suis
un peu plus réservé sur les méthodes à utiliser pour réassocier la confiance. Parce qu'il y a des choses extrêmement contre-intuitives. Hein. Par exemple, la question de la transparence est une question qui vient immédiatement à l'esprit. Mais nous avons un certain nombre de données qui nous font craindre que la transparence augmente au contraire la méfiance plutôt qu'elle ne crée de la confiance, n'est-ce pas? Je ne dis pas que ce n'est pas vertueux, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas confondre la vertu, la description du bien et la description du vrai. Ce sont deux opérations différentes, n'est-ce pas? Surtout si on veut atteindre un certain nombre de buts. Et par conséquent, il faut se méfier de ce qui nous vient intuitivement à l'esprit et effectivement mettre dans un certain nombre de cas, même si c'est difficile à admettre, un peu à distance, disons des formes d'intuition morale qui peuvent être contre-productives en fait si le but qui est visé est celui de la réassociation de la confiance. Par contre, je crois tout à fait, en effet, qu'une des clés sur cette question, c'est fondamentalement l'éducation nationale. Nous discutons avec mon équipe et mon réseau de recherche depuis des années sur ces questions. Sur cette question aussi, d'accord. Absolument, c'est là un point fondamental, mais je crois que tout le monde en est d'accord. La question est de savoir comment faire. Et là aussi, il faut mettre de la science. Il faut mettre de la science. Jean Jouzel, votre regard également sur ces Non, j'ai beaucoup apprécié les trois intervenants et cette idée qu'il faut mettre de la science dans ces décisions. C'est vrai que c'est important. Bien sûr, je crois que donc ça me permet d'évoquer d'ailleurs un avis du Conseil économique et social dont j'ai été récemment co-rapporteur, c'est sur ces aspects faire face ensemble aux enjeux du réchauffement climatique. Et en fait, évidemment, c'est aussi avec le secteur agricole. D'ailleurs, nous avons beaucoup interagi avec le secteur agricole dans ce cas-là. Ce qui est important, effectivement, en général, et les recommandations, c'est effectivement cette notion de confiance, de bien déclarer les conflits d'intérêts, mais surtout la notion de dialogue. Comment on renforce le dialogue entre la communauté scientifique climat, elle est importante aussi au niveau, bien sûr, de tout ce qui concerne l'agriculture, et le monde agricole. Alors, on a interagi avec des représentants des chambres d'agriculture qui nous ont dit que cette confiance existe, c'est-à-dire qu'ils étaient satisfaits, effectivement, alors je ne sais pas si c'est vrai pour les personnes qui sont ici, mais qu'ils étaient satisfaits du fonctionnement de la recherche en France dans ces domaines-là, en tout cas de l'INRA, mais aussi au niveau des chambres d'agriculture. Et c'est peut-être aussi sur ces aspects-là qu'on peut essayer de travailler. Voilà. Guillaume Garot, mais la recherche est certainement quelque chose de très important. Oui, juste un petit mot, parce que moi je plaide pour une démarche offensive pour notre alimentation, pour recréer ce lien de confiance, je le disais. Mais cette défiance, on peut l'avoir aussi de façon positive. Ça peut être aussi de l'exigence vis-à-vis de l'alimentation. En tout cas, il faut qu'on reste exigeant vis-à-vis de notre modèle alimentaire. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être quand même fier de ce modèle alimentaire. Parce que quand vous regardez les modes de consommation, les modes d'alimentation dans d'autres pays du monde, très bien. Mais moi, ce que je vois, c'est que les pays avec lesquels nous commerçons, oui, mais ils regardent, ils envient notre modèle alimentaire. Et on a une sacrée carte à jouer à l'export en particulier. Donc, qu'on soit exigeant, très bien, il faut l'être. Moi, je suis le premier à l'être. Franchement, le premier à l'être. Exigeant, mais fier, parce que c'est ça aussi l'avenir. Et c'est ça aussi le discours neuf, très important, hein, qu'on doit aussi véhiculer. Olivier Debon, vous êtes donc vice-président de COP de France. On a entendu beaucoup de choses. J'aimerais votre avis, justement, votre analyse par rapport à tout ce qui s'est dit. Je suppose qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous avez envie de réagir. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. La première, c'est que je vois qu'après un buffet coopératif, la sieste est bonne. Donc, c'est que les aliments coopératifs ne doivent pas être si mauvais que ça. Ils étaient très bons. Plus sérieusement, je voulais réagir à quelques points et aborder et revenir sur quelques sujets plus précis. Par rapport à ce qu'a dit Pascal Canfin, vous avez évoqué 3 thématiques et il y en a une sur laquelle on est particulièrement sensible et je suis content que vous l'ayez abordée, c'est autour des prix et de l'économie. Parce que nous, c'est quand même une réalité de tous les jours. Cette notion de rentabilité ? Évidemment, la compétitivité, la performance, l'économie, c'est quand même le cœur du business. Donc, derrière ça, il y a cette notion-là. Vous avez évoqué 3 points, moi, que j'ai repris. Vous avez évoqué l'indépendance des agences. Vous avez évoqué donc, le revenu, la création de valeur. Vous avez évoqué la création d'énergie. Donc, sur ces 3 points-là, ça peut surprendre certains, mais moi, je suis en phase avec vous, hein.
Et je pense que le monde coopératif est en phase avec vous, parce qu'on est déjà dans cette dynamique-là. Donc, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui nous sépare. Après, des fois, c'est dans le détail que les divergences peuvent arriver, mais fondamentalement, je voulais quand même rebondir là-dessus, parce que ça me paraît fondamental. L'indépendance des agences, on ne peut qu'y souscrire. Derrière, alors on m'avait dit de ne pas en parler. Bon, je vais me faire taper sur les doigts. Michel est en train de se dire qu'est-ce qui va me sortir. Mais derrière, c'est aussi tout le débat autour du conseiller de la vente, parce que les COP sont là et c'est un vrai sujet derrière nous. Vous parlez d'indépendance, autant je suis d'accord pour l'indépendance des agences, autant quand on amène le débat sur le conseiller de la vente, je suis très mitigé. C'était un débat d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y a tellement de points de vente sur Internet, sur tout ce qu'on veut en termes d'accès à ces produits intrants, que je pense qu'on fait une erreur en séparant ces deux choses-là. Par contre, c'est clair, je pense que la majorité des COP qui sont là, et pour ne pas dire toutes, si elles ont un choix à faire, et j'ai malheureusement peur qu'on leur demande de faire un choix, au détriment de la qualité des progrès qu'on pourrait faire, elles feront le choix du conseil. Parce qu'on est des coopératives, on est là dans l'intérêt de nos productions. Nos coopératives... En tout cas, vous êtes soutenus. Bah, ça prouve qu'on n'a pas fait le mauvais choix. Malheureusement, on a un choix à faire apparemment. Mais nous, ce qui nous dicte, ce sont les marchés, ce sont nos clients. Donc tout ce que vous dites sur tout votre déroulé, nous, c'est le client qui nous dicte. À travers le client, c'est le consommateur. Et nous, on a des outils de transformation. Et en COP, on a cette particularité, je serais tenté de dire, c'est que on a la partie amont. Et moi, et j'entends Guillaume Garot qui disait, c'était assez... il n'a pas dit bobo, il a dit parisien. Oui et non. Je partage qu'à moitié parce que je peux me considérer, et on peut nous considérer, certains d'entre nous, parisiens la semaine, mais je peux vous dire que le week-end, quand je suis dans mes animaux, en train de soigner mes animaux tout seul, je me sens agriculteur avant tout. Donc, mais c'est vrai qu'il y avait ce risque-là. Moi, j'ai trouvé que dans les EGA, il y avait un bon équilibre entre toutes les instances. C'était un débat démocratique, intéressant. Il a eu le mérite d'être posé. On apprécie, on n'apprécie pas. Je pense qu'il a ce mérite-là. Moi, on entend tous les enjeux autour du climat. On ne peut pas y être insensible. C'est impossible. Nous, le climat, une fois qu'on a analysé le climat et la Terre, c'est notre vie. C'est ce qui nous permet de produire. Derrière, évidemment, il faut qu'on en vive. Vous l'avez rappelé, c'est essentiel. Par rapport aux États généraux de l'alimentation, il y a quand même, vous aviez quelques réserves à formuler tout de même. Vous n'êtes pas d'accord avec Guillaume Garot sur l'histoire du parisianisme. C'est un détail. Mais non, c'est un détail. Mais donc, du coup, vous aviez quelques réserves et aussi, vous vouliez souligner les points positifs. Donc, j'aimerais bien que vous le fassiez. Sur les États généraux, oui. Déjà, les points positifs, c'est ce débat, je serais tenté de dire, c'est une première. C'est une première aussi où COP de France a pu être omniprésent et très pushing dans tous les ateliers, parce qu'on est quand même, et je le redis, l'organisation de producteurs la plus aboutie. Et le président de la République l'a évoqué, il n'a pas voulu parler des COP, mais il a parlé des organisations de producteurs commerciales dans son discours de la fin du chantier 1, donc c'était bien de nous dont il s'agissait, je pense. Donc ça, c'était vraiment une première. Alors après, il ne faut pas qu'on tombe dans l'idéologie. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'avec toutes les ONG, on a pu avoir un vrai échange. Je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas toutes dans l'idéologie et qu'il y avait un vrai sujet de fond, et ça a permis d'ouvrir des portes et des échanges, de créer des échanges et de rentrer dans une dynamique. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'en fait, il y a plein de choses sur lesquelles on peut se rejoindre, mais c'est par méconnaissance des gens ou des exemples. Et je crois que, alors, on est là dans le congrès de COP de France, tous les exemples que l'on a au sein de la coopération. Et c'est vrai que nous, on met en avant, et Michel Prug le répète souvent, la preuve par l'exemple. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait des interprétations qui pouvaient être, alors certaines fois vraies, donc on ne réagissait pas, certaines fois fausses, et on amenait l'exemple, et les gens avaient quand même cette sagesse de reconnaître en disant, et
l'exemple, c'est quoi? C'est de leur dire, bah, écoutez, je vous invite à venir voir. À venir voir ce qu'on fait. Voir ce qui se passe chez nous, et vous verrez que tout ça, ça existe, c'est réel. Alors, mais on est des citoyens avant tout, nous. Hein. Concrètement, je sais que vous avez particulièrement travaillé sur 2 chantiers. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce qu'ils étaient? Oui, j'ai participé à l'atelier 3 sur la bioéconomie et l'économie circulaire, et puis l'atelier 14, qui était le plus transversal sur l'enveloppe des 5 milliards au milieu de 50, dédié à l'agriculture. Bon, on sait que ces 5 milliards, il ne faut pas vendre du rêve, ils n'existent pas. Par contre, mais le gouvernement ne s'en cache pas, on le sait. Par contre, ils sont à créer, à trouver, c'est par des économies, par des enjeux fiscaux, par des avantages de ce type-là. Nous, on a eu sur l'atelier 14 une crainte, je le dis tel que je l'ai ressenti, c'est qu'elle soit très focus sur l'amont et qu'elle oublie l'aval. Nous, coopérative, on est amont, on est aval et on est marché. Donc ça, c'est un point sur l'atelier 14. Sur l'atelier 3 et puis sur les ateliers d'une façon plus large, une des préoccupations que l'on a, c'est qu'on a eu une crainte au départ, elle n'est pas complètement évacuée, je ne vous cache pas, c'est qu'on soit dans notre bulle sur un discours franco-français. Et nous, entreprises, on vit dans un monde européen, on vit sur un marché mondial. C'est ce qu'on va voir dans la table ronde suivante, tout à fait. Donc je vais pas développer, hein, on ne va pas en faire 2 en 1. Mais on est dans cet univers-là qui nous confronte à la vraie vie. Et donc, on a cette crainte, c'est qu'il y ait un isolement de la France au milieu de nos concurrents, à un moment où l'introduction des États généraux de l'alimentation avait été annoncée sous le terme de l'économie, de la compétitivité, et tous ces mots-là, on les a vus disparaître au fil des EGA. Et là, on a eu vraiment une crainte. Donc, il y a eu à la fin du premier chantier, par peur qu'on ne soit pas dans le deuxième, la charte d'engagement des bonnes intentions. Et donc, à travers cette charte d'intention charte d'engagement des bonnes intentions, COP de France a fait un peu de résistance parce que ces notions-là avaient disparu. Et j'aperçois Christiane Lambert, mais elle partageait cette analyse en termes d'économie et de compétitivité. Donc tous ces sujets autour des clauses de renégociation, des promotions, des seuils de revente à perte, tout ça n'y était pas. Donc il a fallu qu'on le remette. Et je monopolise trop, c'est ça que vous voulez me dire? Non, pas du tout. Juste vous dire... Sur ce qui avait été fait, justement, les points positifs. Donc ça a été remis, comme ça, c'est dit. Et nous, je sais que vous la question du financement, pour vous, c'était très important. Exactement, le temps et le financement. Mais ce qui a détruit un peu l'image des EGA sur le premier chantier, c'est le focus sur les GMS. On l'a vu avec le dossier beurre. Hein. Nous, si le marché est plus là, on ira ailleurs. Hein. Enfin, je suis un peu excessif, je suis un peu provocateur. Mais je veux dire... On a bien vu, on voit bien ce qui se passe avec un embargo russe. La Russie développe son agriculture et elle arrive sur les marchés. Nous, si on ne trouve pas la valeur, et je partage complètement ce que vous avez dit, c'est là qu'il y a un sujet de fond, c'est comment on crée de la valeur ensemble. Et là, je rejoins votre question, c'est critère temps, on a besoin de temps, et critère financement. Comment on finance? Ce rythme du financement de la transition. Merci beaucoup, messieurs. Vous restez avec nous. Merci à vous. Vous avez à présent la parole. Je rappelle le hashtag Congrès COP 2017, le SMS 06 44 63 11 17. On va prendre une première question. Si elle veut bien apparaître, ça c'est la technologie. Une première question. Moi j'en ai une. Allez-y, allez-y, ce sera beaucoup plus rapide. J'ai M. Canfin qui a évoqué les énergies vertes. Oui. On évoque 2 sujets, c'est l'énergie et l'alimentation. C'est quand même le cœur des États généraux, c'est quand même le cœur du sujet. Ça veut dire l'énergie fossile. La référence, c'est l'énergie fossile, Jean Jouzel l'a bien repris. Ce qui m'a un peu gêné, c'est que vous avez parlé de gaz vert, vous n'avez pas parlé de pétrole vert. Et nous, ici, nous sommes des coopératives à vocation végétale, animale, et ces sujets-là nous concernent directement à travers
la production de protéines végétales à travers les biocarburants, colza, maïs, blé, betterave et autres. Tous ces biocarburants, c'est une substitution, une amélioration et une réduction pour répondre aux défis des émissions de CO2. Derrière, on sait qu'en face de ces biocarburants, il y a de la production de protéines végétales à destination des enjeux et des clients pour les productions animales. Donc, ça serait intéressant de savoir un peu votre position, parce que vous n'avez évoqué que le gaz vert. Donc voilà, mais c'est pas. J'imagine que derrière, il y avait le pétrole vert. Je n'ai évoqué que le gaz vert dans le temps qui m'était imparti. Je n'ai pas parlé des panneaux solaires sur le toit, je n'ai pas parlé de plein de choses. Sur alors, appelons-les biocarburants, nous, on a une position très simple. Elle n'est pas dogmatique et je pense que vous la rejoindrez. On regarde le bilan carbone sur l'ensemble du cycle de vie et on compare. Et on voit que dans certaines filières, sur certains territoires, avec certains modes de distribution et en utilisant première génération, deuxième génération, troisième génération, on arrive à des bilans très différents. Donc parfois, ça fait vraiment pas sens. Parfois, ça fait complètement sens parce que justement, on a réussi à optimiser la création de valeur sur chaque étape et sur chaque partie de la production. Et donc, je pense que là aussi, si on raisonne de manière à la fois rationnelle sur le plan économique et rationnelle sur le plan écologique, en regardant le bilan carbone, hein, ça s'appelle la liste de cycle de vie, c'est parfaitement normé et objectivable, on doit pouvoir arriver à un consensus sur ce qu'il faut pousser et sur ce qu'il ne faut pas pousser. Voilà, donc on est très très clair là-dessus. J'ai vu un tweet disant le métier des agriculteurs, c'est pas de produire de l'énergie. Ça n'est pas, évidemment, ce que je dis, ça n'est pas une substitution. Hein, c'est pas à la place d'eux. Mais vous le voyez dans d'autres pays. Vous disiez la France n'est pas une île, et évidemment. C'est pour ça que, par exemple, je parlais de la Chine. Pourquoi la Chine vient chercher du sourcing en France? C'est parce que, justement, il y a beaucoup plus de confiance dans les filières françaises qu'il ne peut y en avoir dans des filières chinoises. Donc, ce capital confiance, il est absolument fondamental, ce capital qualité, ce capital transparence. Je suis désolé, je ne pense pas qu'on construise la confiance dans l'opacité. Ça, c'est un capital immatériel sur lequel vous êtes assis. Et le jour où ce capital s'effrite, ben, ça détruit de la valeur. Et donc je pense qu'on a parfaitement, là aussi, un agenda potentiellement commun pour consolider, parfois restaurer, parfois renforcer, toujours améliorer, ce capital immatériel qui est la marque France sur le plan de la qualité agricole et de la qualité agro-environnementale de la production. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, de remplacer, il s'agit bien évidemment d'ajouter une compétence, donc d'ajouter une source de revenus. Vous avez un exemple qui est l'Allemagne, qui a des qualités et des défauts, on pourrait en parler longuement, mais qui, sur la question de l'évolution, disons, dans la captation de valeur de l'énergie par le monde agricole, est quand même assez intéressante. Il y a des choses qu'on ne souhaite pas forcément voir ensemble, advenir en France. Il y a des choses qui peuvent se développer. Débat, mais en tout cas, débat, je trouve, honnêtement, qu'on pourrait organiser de manière assez sereine et changer les règles du jeu. Pascal Canfin, je vous interromps juste parce qu'il y a une autre question qui vous est directement adressée. Peut-être que c'est en lien avec ce que vous pourriez répondre. Oui, pour répondre à la... Vous l'avez juste en face. Pour répondre à la demande des consommateurs, zéro phyto bio, quelle solution mettre en place pour vous pour réduire l'usage des phytos? Est-ce que séparer le conseil de la vente sur les produits phyto est une bonne solution? Quelle preuve en quoi cela va réduire les quantités de phyto? Alors, je croyais que vous ne vouliez pas évoquer ce point, mais on va le faire. Ah oui, mais là du coup, c'est le public. Alors, nous, on y est favorable, donc on ne va pas être d'accord. Pourquoi? Parce que je peux vous retourner la question. Ça a plutôt démontré que ça ne conduisait pas dans le passé, cette addition des deux métiers, à réduire la consommation de phyto, et donc on n'a pas atteint, par exemple, les objectifs du Grenelle. Donc on peut très bien dire il faut changer un certain nombre de règles du jeu. Vous allez me dire pourquoi celle-là, je vais vous dire pourquoi pas celle-là, etc. Donc en gros, on peut s'arrêter là, ou on peut essayer effectivement d'avancer et de se dire que
là, il faut rentrer plus dans le détail des conséquences que ça a sur les modèles économiques, les différentes filières. Vous évoquiez Internet, etc. Bon, donc on ne va pas avoir ce débat maintenant, mais nous, on est plutôt favorable à cette séparation parce qu'on pense que globalement, c'est pas sain de faire à la fois la vente et le conseil et que, en tout cas, ça n'a pas permis jusqu'à présent d'atteindre un objectif qui est fixé par la loi, qui est la réduction de la quantité de phyto. Olivier Debon va répondre du coup directement. Oui, sans faire de partie de ping-pong parce qu'on n'est pas là pour ça. Non, mais juste pour vous dire que on peut qu'être d'accord avec vous il y a quelque temps. On ne va pas le nier parce qu'on n'est pas là pour nier des choses qui ont été vraies. Aujourd'hui, il y a une page qui se tourne, il y a X opérateurs, je l'ai dit tout à l'heure. Mais je vais vous amener un contre-exemple qui est la production animale et en particulier la production porcine qui a maintenu le conseil et la vente liés et qui a réduit de 35% l'utilisation des antibiotiques ces dernières années. Donc, c'est pour vous montrer des exemples et des contre-exemples. Il y en a plein, si vous voulez. Donc, sur la santé humaine, on n'en parlera pas parce que la séparation du conseil et de la vente voit les antibiotiques augmenter. Donc, voilà. Donc, on n'est pas là, mais nous, on est pour progresser avec vous. Après, c'est pas avoir des positions tranchées sur des sujets tels que celui-là. Si nous, on vous amène les exemples qui vous prouvent qu'on va progresser dans ce schéma-là et pas prendre des règles, arrêter des dispositifs au premier jour qui anéantissent les progrès de demain. Moi, c'est juste ça que je veux vous dire. Ce qu'on retiendra. Question suivante qui s'adresse davantage à nos deux témoins, M. Brunet et M. Jouzel. Séparer la connaissance, la science et l'action, les entreprises, comment cela peut-il conduire à un progrès confère aujourd'hui le développement des nouvelles technologies, high-tech et tout ça? Oui, je ne pense pas que ce soit le cas. Je vais essayer de prendre effectivement le rôle du scientifique. Mais justement, je vais revenir à cet avis du dialogue entre sciences et société dans le domaine de tout ce qui concerne le réchauffement climatique, les solutions et tout. Il y a effectivement un besoin, au contraire, et c'est ce pourquoi nous plaidons, d'accroître le dialogue entre la science et la société. Dans cet avis, on a regardé le dialogue avec les décideurs politiques. D'un côté, effectivement, le rôle des scientifiques est non pas de prendre des décisions, mais de donner aux décideurs politiques les arguments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Nous avons toute une grande partie justement sur le dialogue entre la communauté scientifique et le monde économique, y compris le monde agricole. Et nous avons une troisième partie sur le citoyen. Donc on a besoin au contraire d'accroître ce dialogue. Ceci étant, on a aussi besoin, par exemple, d'un fort soutien en recherche fondamentale qui est peut-être, c'est peut-être ce que cette question cache derrière elle, mais il y a aussi besoin effectivement d'une recherche fondamentale forte pour effectivement déboucher sur un véritable dialogue avec les entreprises. Donc je ne crois pas qu'il faille opposer l'un et l'autre. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais dit qu'il fallait séparer la science des entreprises. Il y a besoin effectivement de cet aspect. Gérald Bronner. Oui, je suis assez d'accord en fait avec ce qui vient d'être dit. Je crois, je n'ai pas les chiffres en tête, là je parle sous votre contrôle, je crois que plus de 50% de la recherche mondiale est financée en fait par le milieu privé. On ne voit pas que la sphère publique puisse assumer cela d'un jour à l'autre, c'est pas raisonnable. En revanche, en effet, il y a sans doute des dispositions à prendre. Par exemple, il n'est pas normal, il y a plein de choses scandaleuses à vrai dire dans ces rapports-là. Donc, ce n'est pas le rapport en soi qui est pervers, c'est un certain nombre de dérives. Comme par exemple, il n'est pas normal que certaines publications ne soient pas faites de recherches qui sont faites dans le privé. C'est-à-dire qu'on va publier seulement ce qui nous arrange et on ne va pas publier ce qui ne nous arrange pas. Ça, ce n'est pas admissible à mon avis et ça fait partie des éléments de transparence que vous avez mentionnés. Je tiens à préciser que je ne suis pas contre la transparence. J'ai simplement dit que vous en attendiez trop, que vous étiez trop optimiste sur les effets de réassociation de la confiance. Je n'ai pas dit que j'étais contre l'effet de transparence. Et donc, je pense que en effet, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous sommes là confrontés. Moi, je suis chercheur, je suis professeur d'université, je n'ai pas directement ce problème, mais nous sommes de toute façon collectivement confrontés à la question de la façon dont la connaissance est produite. Et il n'est pas normal aussi que même quand une entreprise a raison, par exemple, pour prendre un cas de figure assez récent, même si une entreprise a raison sur les données scientifiques, nous ne pouvons pas approuver qu'elle cherche à faire du lobbying pour discréditer
ad hominem ceux qui cherchent à s'opposer dans l'espace public à ces données. Vous voyez, il y a toute une série de dispositions à prendre. Je pense qu'il faut y réfléchir collectivement. Sinon, ce qui va se produire, et c'est ce qui est en train de se produire, c'est que chacun va sur ce marché de l'information faire du cherry picking, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la petite étude qui est peut-être très minoritaire, ça peut être les climato-sceptiques, ça peut être les anti-vaccins, ça peut être toute une série de personnes, qui va donner l'impression que en fait, tout se vaut finalement, anything goes, n'importe quel point de vue se défend, et je pense que de ce point de vue, tous les rationalistes seront d'accord derrière cette table, j'espère, pour dire qu'il faut avancer dans cette direction-là. On le note. Merci beaucoup. Monsieur Canfin, un mot sur les filières, juste. Et après, on se quittera là-dessus. Un mot très rapide, puisqu'il se trouve que nous sommes à la veille du discours du Premier ministre pour clôturer les États généraux et que beaucoup d'entre vous, enfin, vos organisations, ont commencé à travailler et vont continuer à travailler sur les fameux plans de filière qui ont été suggérés par le Président de la République dans son discours. Surtout, je pense qu'il nous semble important, dans ces plans de filière, d'intégrer tous les enjeux qu'on vient d'évoquer. Par exemple, on ne peut pas aujourd'hui faire un plan de filière si on n'intègre pas les questions climatiques, à la fois sur la réduction, mais aussi sur l'adaptation au dérèglement climatique. On ne peut pas avoir un plan de filière si on ne travaille pas justement sur l'évolution des représentations, des marchés, etc. Et donc, c'est une opportunité que nous, on a saluée. On a aussi salué le changement de règles, de fixation des prix dans la négociation, pour appeler ça gentiment, que vous avez avec un certain nombre d'acteurs sur la grande distribution. Là aussi, je pense que c'est important de changer les règles du jeu. Et puis le troisième élément, c'est les accords commerciaux. Il y a deux sujets où on est, je pense, totalement alignés, qu'on n'a pas dit un mot, ce sont les accords commerciaux et le fait que vous ne pouvez pas vivre dans un monde où on vous met des règles d'un côté et on lève ces règles pour les concurrents non français. Là, c'est impossible, c'est une incohérence absolue. Et puis le deuxième élément, c'est le foncier agricole. On ne peut pas dire d'un côté, il faut promouvoir une agriculture locale de qualité, les ceintures maraîchères, promouvoir l'agriculture en France et continuer à grignoter en permanence l'équivalent d'un département tous les 7 ans, vous le savez. Et là, on a été très déçus de voir qu'alors que je pense vraiment que sur ce sujet-là, il y a un alignement de planète possible très fort, Bercy a récemment bloqué, c'était je crois la semaine dernière, le fait d'avancer sur ce sujet pour bloquer l'extension, en gros mettre en place un moratoire sur les grandes surfaces en zone périurbaine qui sont celles qui vont manger les terres agricoles. Je pense que c'était faisable de le faire. C'est dommage que simplement au nom de la liberté du commerce, point barre, on mette de côté tout un travail collectif sur lequel on a avancé. Donc au moins 2 chantiers, je pense, sur lesquels on pourrait avancer ensemble. Guillaume Garot, même chose, petit mot de conclusion. Oui, un mot rapide. D'abord pour souhaiter que les EGA puissent se poursuivre. Il faut le redire, parce qu'on a ouvert beaucoup de chantiers, on a amené des débuts de réponse, il faut approfondir, et on sait très bien qu'on ne s'en sortira que tous ensemble. Premier point. Ensuite, pour reboucler par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut qu'on arrête d'opposer, comme ça a été trop souvent le cas, c'est vrai, dans certains ateliers, d'un côté le sociétal, de l'autre l'économique. Et j'espère bien que demain, on aura une cohérence. Ça veut dire comment on garantit une meilleure assiette aux consommateurs pour garantir un meilleur revenu aux producteurs. C'est comme ça qu'il faut poser le problème. Et si on répond comme ça demain, eh bien on aura rempli notre office et les États généraux auront été utiles, ce que je souhaite du fond du cœur. Merci Guillaume Garot. Olivier Debouan, un mot de Oui, juste un mot très bref. C'est vrai que grâce au plan de filière, on a vu ces États généraux sortir un peu de la bulle franco-française parce qu'ils nous ont permis d'exprimer des positions. Il y a un sujet moi, que j'ai rabâché à chaque séance, à chaque atelier, c'est la cohérence politique. Elle est incontournable. Vous l'évoquez, c'est incontournable. La cohérence politique entre les États généraux et, M. Canfin, vous le disiez, les accords commerciaux, que ce soit le Mercosur, que ce soit le CETA ou autre, s'il n'y a pas cette cohérence, on va dans le mur et on n'est plus compétitif et il y a une distorsion de concurrence entre nous. Donc, au sein de l'Europe, potentiellement, et là on ne va pas rentrer dans le débat de la PAC, mais à travers la renationalisation, c'est un autre sujet. Il y a une politique qui marche en Europe, c'est l'agricole, et on veut la supprimer. Et puis, donc, c'est vraiment cette notion-là. Et puis, moi, je voulais revenir sur juste sur l'aspect recherche publique.
c'est vrai que et ça a été dit, c'est le privé qui va porter les choses. Par contre, si le public peut accompagner généreusement, ça sera une bonne nouvelle pour tout le monde, surtout vu les enjeux qu'on nous annonce. Merci beaucoup, messieurs. Merci de les applaudir.